Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Si vous le saviez pas, on a une page Patreon où est-ce qu'on dépose tous les podcasts qu'on enregistre à l'avance. Donc en ce moment, pendant qu'on se parle, sur la page Patreon, il y a le podcast avec Cynthia Dulude, Ludovic Bourgeois, Anthony Bertrand Grenier qui est venu nous parler en fait de la différence entre les croyances et la connaissance. En plus des podcasts en avance, on fait le Encore moins de filtres où est-ce qu'après chaque podcast, on parle 20 à 30 minutes, Nicole, Dom puis moi. Puis ça, c'est exclusif aux membres Patreon. Fait que si vous voulez aller vous abonner, 3$ par mois, vous avez accès à tout ça. Allez voir, cliquez sur le lien dans la description en fait. Sinon, Dom, cette semaine, grand plaisir de recevoir Julien Toureille qui vient nous expliquer le conflit en Afghanistan, la guerre en Afghanistan depuis 20 ans, le contexte de tout ça, qui sont les talibans, puis qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, qu'est-ce qui fait que les talibans ont repris contrôle du pays, qu'est-ce qu'on peut projeter dans l'avenir pour ce pays-là, vraiment comprendre tout ce contexte-là. Puis je peux parler pour moi, puis je pense pour plusieurs, ça a vraiment ça m'a vraiment permis de vraiment comprendre mieux toute cette situation-là qui peut être complexe et un peu floue. La guerre a commencé, moi j'étais petit. Là. Beaucoup de monde qui nous écoute qui s'y était pas né quand la guerre a commencé. Carrément. Donc, Julien, qui est chercheur sur la politique américaine, la politique internationale, qui a un doctorat en sciences politiques, qui enseigne également à l'université. C'était vraiment un grand cours magistral. C'était clair, c'était concis, c'était précis. Vraiment, un énorme merci à lui d'être venu nous expliquer tout ça. Tout à fait. Puis juste avant d'aller à la conversation, on va aller remercier nos commanditaires. Oui. Le podcast est présenté par Hochelag qui continue leur partenariat avec le Studio SF, qui devient le fournisseur, en fait, qui reste le fournisseur officiel d'alcool et de gin, de bière et de seltzer, de produits alcoolisés du Studio SF. Donc, si vous venez louer le Studio SF, on offre les boissons alcoolisées Hochelag de façon complémentaire. Ils viennent tout juste de lancer une nouvelle gamme, Dom. Parle-moi de ça. La Nano Blonde, ça c'est des bières, puis ça c'est un peu mon trip en ce moment, c'est juste avoir un petit drink, mais tu sais, qui tape pas trop. Ça c'est une bière extra light, extra légère. C'est 2,5% d'alcool, fait que c'est super léger, puis c'est même aussi plus léger en termes de calories, tout ça. Ce temps-ci, il fait chaud, puis on a le goût de quelque chose qui rafraîchit, qui est frais, qui est le fun, qui est froid, puis qui nous permet de prendre ça dehors. D'ailleurs, le mois d'août va probablement être le mois le plus chaud de l'histoire du Québec. Sans aucun doute. Fun fact. Puis, dans ces moments-là de canicule, une bonne Hochelag Nano, ça fait la job. Yes, donc ils ont la Nano IPA, la Nano Blonde, la Nano Blanche. En plus de tous leurs produits, je sais qu'on a déjà parlé beaucoup de la Seltzer. La Seltzer, c'est une autre bonne option quand il fait chaud de même. Petit coup de cœur pour la New England IPA que j'ai juste devant moi. Fait que merci beaucoup Hochelag de ce partenariat-là. C'est super le fun de travailler avec vous. Puis, à ceux qui nous écoutent, courez vous procurer des produits Hochelag. Run! Woo! Le podcast est présenté par Manscaped. Manscaped, vous les connaissez, ça fait longtemps qu'ils nous commanditent. Ils nous aiment, on les adore, on utilise leurs produits. Je porte même leur t-shirt aujourd'hui. T-shirt Manscaped. Puis j'en ai plusieurs t-shirts Manscaped en plus. Puis à un moment donné, j'en ai laissé un traîner chez mes parents. Quand je suis allé là, je l'ai laissé traîner. Puis ma mère s'est accaparé, puis elle s'est mise à faire son jardinage avec un t-shirt écrit « Your balls will thank you » sur son gilet, sans savoir trop ce que ça voulait dire, jusqu'à que genre, il y a de la visite qui arrive, puis que le monde dit « Pourquoi tu portes un t-shirt marqué « Your balls will thank you » Puis là, elle a compris qu'elle portait un t-shirt de rasoir pour couilles. Manscaped, PH aussi, toi, tu voulais Ouais, en fait, moi, tu sais, on vous parle souvent du Perfect Package 4.0 avec le Lawnmower 4.0 qui est l'ultime clipper pour sous la ceinture. Puis on vous en parle tellement souvent que c'est un peu devenu un running gag d'un ami de ma soeur, en fait. Le monde parle du fait que j'ai les couilles propres, en fait, à travers ses amis. Puis jusqu'au point où est-ce que j'avais un Perfect Package 4.0, ce que vous avez ici, là, ce qui vient avec le Lawnmower, plus d'autres produits pour l'entretien sous la ceinture, que j'en ai amené un à un bon ami de ma soeur. J'ai dit, tiens, essaye-le, puis t'arrêteras de rire de moi. Comme de fait, c'est le meilleur produit que j'ai utilisé
pour m'entretenir les bases. L'essayer, c'est l'adopter. Ouais, fait qu'ils ont le Perfect Package 4.0 qui est ici. Ils ont le Super Smooth. Ultra Smooth Package. Ultra Smooth c'est plus Package. que Super, c'est Ultra. Moi, j'utilise ça. C'est un petit rasoir vraiment designé pour aller dans les régions plus difficiles d'accès, là, tu sais. Puis pour être sûr d'avoir les bases les plus smooth possible. Ouais. Ultra smooth. Ils ont du parfum, des ball wipes, tout le kit. On a un code promo pour vous qui est le sans filtre 20. 20% de rabais plus livraison gratuite. Fait que si vous avez des balls ou une personne à qui vous donnez un cadeau a des balls, pensez Manscaped. Vous allez jamais le regretter. Merci la gang chez Manscaped. Puis bon podcast. Bonne écoute. Good. Julien, merci d'être là. Ben, merci à vous. Hello. Ça fait plaisir d'être là. C'est vraiment le fun. En plus, c'était super rapide comme book. Là. On t'a écrit, puis une semaine plus tard, on enregistre. C'est parfait parce que dans des situations comme en ce moment, comme ce qui se passe en Afghanistan, c'est intéressant de pouvoir en parler quand ça arrive, puis pas trop longtemps après, mettons. Là. Oui, même si quand on est vraiment dans l'actualité la plus brûlante, ça évolue quasiment de jour en jour. Donc, ouais, aussi. À analyser des fois à chaud, c'est pas évident, mais il y a quand même quelques clés de lecture qui permettent de comprendre aussi cette actualité très, très brûlante et très fluide, comme on la voit en ce moment même. Enfin, ouais. même encore aujourd'hui, vous avez des développements marquants à Kaboul. Donc, Je pense ça fait plaisir d'être là. Je pense que ça va être intéressant aujourd'hui de traiter justement ces derniers développements-là, puis de vraiment la situation présente, c'est quoi, mais aussi de faire un bon retour sur la guerre en Afghanistan, qui sont les talibans, pourquoi il y a une guerre, pourquoi les États-Unis sont venus, pourquoi ils sont partis, toutes ces questions-là, là, pour vraiment essayer de comprendre, parce que, tu sais, moi, en préparant pour le podcast, évidemment, j'ai lu un peu, puis je me suis informé un peu plus sur le pourquoi du comment de cette guerre-là, mais tu sais, je pense que comme beaucoup, en suivant l'actualité de manière un peu semi-passive, des fois, il y a beaucoup de détails qui nous échappent, puis finalement, on comprend pas vraiment... c'est des sujets très complexes aussi. En plus, mettons, tu suis pas l'actualité de façon semi-passive. Là. Toi, tu suis quand même ça de façon assidûment, puis moi aussi, puis il y a quand même beaucoup de détails qu'on a manqués au fil des ans. Mais là, reste qu'un bon, c'est ça, un bon retour sur comprendre les détails de ce conflit-là. Je pense qu'on va être plusieurs à en avoir besoin, puis je pense que ça va être très bénéfique. Ben, je vais essayer de donner les principales clés. C'est beaucoup de pression. C'est toute une commande, ouais, c'est toute une commande, mais motivante. Premièrement, en fait, première question, comment est-ce que on est arrivé à avoir l'ingérence des autres pays en Afghanistan, initialement? Alors, pour la phase peut-être qui nous intéresse le plus immédiatement, pour comprendre les conséquences du retrait des troupes américaines, tel qu'on le voit depuis quelques jours, depuis quelques semaines, il faut se rappeler que les Américains, donc s'ils se retirent, c'est qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés là. Voilà. Et ils sont arrivés il y a de ça presque 20 ans, jour pour jour, au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001, à New York, à Washington et en Pennsylvanie. L'administration du président de l'époque, George W. Bush, a décidé de répondre à ces attentats-là en attaquant l'Afghanistan parce que il avait été établi que le commanditaire, l'architecte de ces attentats du 11 septembre 2001, Oussama Ben Laden et son organisation terroriste Al-Qaïda, avait un sanctuaire en Afghanistan et que le régime qui était alors en place, donc l'autorité politique, si je puis dire, qui dirigeait l'Afghanistan, qui contrôlait l'Afghanistan à cette époque-là, le régime des talibans, avait ou a refusé au lendemain du 11 septembre 2001 de livrer Oussama Ben Laden aux Américains. Donc, en réponse aux attentats, George W. Bush dit les talibans n'ont pas voulu nous donner Ben Laden, ils sont co-responsables des attentats, donc on intervient pour les chasser et idéalement pour se faire justice, c'est-à-dire tuer Oussama Ben Laden. Ça, c'est la raison première de l'implication des États-Unis en Afghanistan. Donc, elle dure depuis 20 ans. Hein. Dans l'histoire des États-Unis, ça a été la guerre la plus longue de par sa durée. Et ça explique aussi cette motivation initiale qui est grosso modo se faire justice après des attentats, toutes les difficultés qui ont été rencontrées par après.
parce que, et on pourra peut-être y revenir, mais il faut d'emblée avoir à l'esprit que l'objectif américain en Afghanistan, à ce moment-là, il est très limité. Encore une fois, c'est se faire justice, donc chasser les méchants, un peu comme le shérif va attraper les délinquants. Ce n'est pas de construire initialement un Afghanistan qui soit un pays stable, un pays prospère, avec des valeurs qui ressembleraient aux valeurs démocratiques. On va revenir précisément là, la raison pourquoi est-ce que cette mission américaine a changé en cours de route, mais pour expliquer le concept politique en Afghanistan, où est-ce que c'est les talibans qui gouvernent au début 2000. Quelle est la situation politique là-bas? Parce que est-ce que les talibans, de quelle façon ils gouvernent? J'imagine que c'est pas des élections franches, là. J'imagine qu'il y a des... Qu'est-ce qui se passe avant que les Américains arrivent là? Alors, les talibans sont au pouvoir en Afghanistan depuis 1996, donc relativement peu de temps, si vous voulez, avant les attentats du 11 septembre 2001. Et eux émergent d'une situation de conflit. Parce que si on élargit, si vous voulez, la frise historique au-delà de 20 ans et qu'on multiplie par deux, qu'on va jusqu'à 40 ans, grosso modo, l'Afghanistan est en guerre depuis 1979. Guerre civile. Voilà, en guerre civile, avec l'implication d'une autre puissance étrangère, l'ancienne superpuissance de la guerre froide, à partir de 1979 jusqu'en 1989, qui était l'Union soviétique. Bon, les soviétiques se retirent en 1989, le régime qu'ils appuyaient à Kaboul s'écroule 3 ans plus tard, en 1992, et dans la période de 92 à 96, il y a tout d'abord chez les différents partis et différents groupes ethniques afghans une tentative de coexistence, de partage du pouvoir. Sauf que assez rapidement, ça ne fonctionne pas. Il y a des divergences, il y a des affrontements. La population perçoit ces nouvelles entités gouvernementales comme inefficaces et corrompues. Et si vous voulez, c'est dans ce contexte de chaos qu'émerge, en particulier dans le sud de l'Afghanistan, au sein de l'ethnie Pashtun, ce mouvement dit des talibans qui, initialement, leur promet 2 choses, finalement, à la population afghane. L'ordre et la justice. Alors, petit à petit, ils vont prendre le pouvoir, notamment à partir de 94, 95 et 96, ils vont conquérir Kaboul. Évidemment, l'ordre qu'ils proposent, et la justice, sont fondés sur la charia, sur la loi islamique. En ce sens, c'est vrai que ce sont des intégristes, ou qui ont une vision à tout le moins très rigoriste de l'islam, dans sa version sunnite. Et on se souvient peut-être, dans les années 90, quand ils sont au pouvoir, ils écartent les femmes de la vie publique, voire même des rues complètement, avec dont le symbole de cet effacement des femmes, c'est le port obligatoire de la burqa, qui est quand même un vêtement assez oppressif quand on le regarde. Ils interdisent le cinéma, la musique. Un autre des symboles qui avait été évoqué, c'est l'interdiction pour les enfants de jouer au cerf-volant dans les rues des villes et villages afghans. Ils ont détruit des sculptures bouddhistes, je ne sais plus exactement en quelle année, mais vous voyez, des fois je perds la mémoire sur les dates exactes. Mais ça avait frappé la communauté internationale parce qu'on avait saccagé l'une des sculptures qui était peut-être pas encore au patrimoine de l'UNESCO, mais il y avait une résonance. Est-ce qu'il y a une partie de la population afghane qui est bouddhiste ou c'est des ruines de... Non, c'était des vestiges historiques du fait de la position de l'Afghanistan. Mais donc, de 96 à 2001, ils imposent un régime qui est hyper rigoriste, évidemment, sur la place des femmes qui est loin d'être favorable. Il reste une poche de résistance assez minime, au final, par rapport aux talibans, qui vont occuper à peu près 80-90% du territoire et vont quand même avoir un appui de la population, alors appui plus ou moins forcé, on s'entend, mais la résistance, elle va être incarnée par le commandant Massoud.
Ahmed Shah Massoud, qui, alors lui, émerge sur la scène politique afghane dès les années 80, hein, parce que c'est l'un de ces fameux moudjahidines que les Américains ont aidé contre la présence des Soviétiques en Afghanistan. Et il est à la tête, à partir du milieu des années 90, de ce qu'on appelle l'Alliance du Nord, dans le nord du pays, qui de 96 à 2001, de façon assez régulière, mais sans réussir à renverser le pouvoir de force, va harceler le pouvoir des talibans à Kaboul. Et il y a deux éléments très, très intéressants par rapport à cette résistance incarnée par l'Alliance du Nord et Massoud. Le premier, c'est que les talibans sont très conscients de la capacité de Massoud à fédérer autour de lui et à avoir un appui international. Et les talibans en sont conscients. Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden aussi en est très conscient. Et il ne faut pas oublier que quelques jours, même quelques heures à peine après les attentats du 11 septembre 2001, Massoud est assassiné en Afghanistan dans le cadre d'un attentat suicide mené par des gens d'Al-Qaïda. Et ça, c'est une façon vraiment de sceller l'alliance entre les talibans et Al-Qaïda. Cette information-là est vraiment intéressante, puis c'est la première fois que j'entends que le leader de la résistance, quelques jours après le 11 septembre 2001? C'est quelques jours avant, donc c'est le 9 septembre 2001, le 9 ou le 10 septembre, en fonction du décalage horaire. Là, C'était vraiment un plan coordonné pour complètement changer le paysage politique, finalement, toute cette période-là. Là, les attentats du 11 septembre, cet attentat-là, c'était... Oui, et c'était cet assassinat de Massoud pour Al-Qaïda et pour Ben Laden, encore une fois, c'est vraiment ce qui vient sceller l'alliance. Alors, il a fait d'autres choses, hein, Ben Laden et son organisation Al-Qaïda, à partir du moment où ils ont pu s'implanter en Afghanistan, là où, en même temps que l'arrivée des talibans, si vous voulez, au milieu des années 90, notamment des mariages, plus ou moins forcés, hein, entre... plus que moins. Oui, on peut les faire plus, oui. Entre combattants d'Al-Qaïda et proches des talibans. Donc, on crée une symbiose, à tel point que les deux organisations, au final, elles se confondent. Et donc, vous avez ce premier élément, et cet élément marquant, majeur, qu'est l'assassinat de Massoud, parce que, si vous voulez, pour résumer, ou pour caricaturer, Ben Laden dit aux talibans, regardez, je vous ai débarrassé du principal opposant qui, d'ici quelques jours, allait avoir l'appui international. Pourrait avoir l'appui international et vous chasser. Donc, les talibans... D'ici quelques jours, clin d'œil. Voilà, sans trop vouloir en dire. Il ne fallait pas qu'ils vendent le punch. Mais ça scelle l'alliance. Et par après, évidemment, ça explique pourquoi les talibans refusent de le livrer. Sauf que l'Alliance du Nord, de feu le commandant Massoud, existe encore. Et au final, les Américains, initialement, vont s'appuyer et vont appuyer à l'aide de forces spéciales et d'agents de la CIA cette Alliance du Nord qui va être le fer de lance à partir du 7 octobre 2001 de l'opération qui a pour objectif, pour finalité, de chasser Al-Qaïda et les talibans. Al-Qaïda, est-ce qu'ils sont basés aussi en Afghanistan? Alors, Al-Qaïda était en Afghanistan, oui, depuis le milieu des années 90. Ben Laden se déplace. Alors, il avait été dans la corne de l'Afrique, parce qu'il a été chassé d'Arabie Saoudite. Sa nationalité saoudienne avait été répudiée à Ben Laden, parce que l'un de ses objectifs initiaux à Ben Laden, ce n'était pas nécessairement d'attaquer les États-Unis, c'était de renverser le régime corrompu en Arabie Saoudite. Okay. Et de renverser d'autres régimes corrompus dans le monde arabo-musulman. Mais au bout d'un moment, dans sa logique, dans sa réflexion, il s'est dit j'arrive pas à déstabiliser ces régimes-là, donc la meilleure chose que je pourrais faire, ça serait de déstabiliser le principal soutien de ces régimes-là, à savoir la puissance américaine. Ça a déstabilisé, évidemment, les attentats du 11 septembre 2001, mais au final, Al-Qaïda a été chassé d'Afghanistan, n'est plus en mesure, pour l'instant,
et depuis de nombreuses années maintenant, de planifier des opérations d'envergure contre les États-Unis ou contre des alliés occidentaux des États-Unis. Et on peut dire même que dans la nébuleuse des organisations terroristes inspirées par l'islam radical, Al-Qaïda, aujourd'hui, est peut-être pas la franchise la plus haute. Elle a été remplacée, notamment depuis 2014, par ce fameux État islamique. Là, c'est peut-être un autre sujet. On y reviendra parce que même dans le conflit actuel, l'État islamique ou une filiale de l'État islamique vient être un joueur dans le conflit actuel qu'on vit aujourd'hui. Là, on reviendra à ça. Suite aux attentats du 11 septembre, les Américains débarquent là avec comme objectif tuer Ben Laden. Puis renverser le pouvoir des talibans, finalement. Ben, au début, c'était ça aussi. L'objectif était également celui-là? Ben, l'objectif, il devenait co-substantiel à celui de démanteler Al-Qaïda, de tuer Ben Laden, et vous ne pouviez pas faire remplir cet objectif-là sans vous débarrasser des talibans. Encore une fois, parce que les deux étaient tellement imbriqués, et les talibans n'avaient pas d'autre choix que d'appuyer Al-Qaïda. Et ce qui avait même été dit dans les semaines suivant les attentats du 11 septembre, c'est que l'administration américaine du président W. Bush avait essayé ou avait envoyé le signal aux talibans en leur disant « écoutez, si vous nous livrez Ben Laden, on ne viendra pas vous chasser ». Bon, évidemment, ça ne s'est pas fait. Mais l'objectif initial est vraiment celui-là. Et cela étant, cet objectif le premier volet, attraper et neutraliser Ben Laden, ça va prendre du temps. Ouais, d'accord. On intervient le 7 octobre, enfin le début de l'opération Liberté immuable, Enduring Freedom, c'est le 7 octobre 2001. Ben Laden, il est neutralisé, il est éliminé tout début mai 2011. L'ironie de l'histoire, c'est que 10 ans plus tard, et il n'est même pas éliminé en Afghanistan, il est éliminé au Pakistan voisin, dans la ville d'Abbottabad, qui abrite notamment une école de formation des officiers pakistanais, pour là aussi souligner le rôle que le Pakistan a là-dedans. C'est pas d'ailleurs au Pakistan que les talibans s'est formé, que cette formation-là s'est faite? Alors, il y a les fameuses madrasas, les écoles coraniques, au sein desquelles, finalement, le mouvement taliban s'est en très grande partie formé, qui sont, au Pakistan. Et il y a deux autres éléments intéressants lorsqu'on évoque le rôle du Pakistan là-dedans, mais de façon assez simplifiée. Le premier élément, c'est que la frontière entre les deux pays, elle est poreuse. Enfin, elle ne répond pas à des réalités culturelles, sociales, ethniques très claires. C'est ce qu'on appelle la fameuse ligne Durand, qui fait la frontière au sud-est entre l'Afghanistan et le Pakistan. Elle a été dessinée, cette frontière, cette ligne Durand, par les Britanniques, qui au XIXe siècle avaient aussi essayé de stabiliser l'Afghanistan sans grand succès. Mais dans toute leur perfidie, les Britanniques s'étaient dit on va séparer des communautés, notamment les Pashtuns, en deux. Et ça serait retourné finalement contre les alliés des Britanniques, les États-Unis, au début du XXIe siècle, parce que cette absence, ou cette frontière très poreuse, a permis aux talibans, une fois qu'ils ont été chassés du pouvoir à peu près en décembre 2001, de trouver des refuges au Pakistan. Donc ça c'est le premier élément. Il y a au Pakistan une assise ethnique forte pour accueillir les talibans lorsqu'ils ont cherché un refuge. L'autre élément important, c'est le jeu des services secrets pakistanais, le fameux Inter-Intelligence Service, ISI, qui, sans refaire toute la période, l'opposition à la présence soviétique, c'est les services pakistanais, si vous voulez, qui géraient ces fameux moudjahidines, dont les combattants de la liberté, dont sont issus une partie des talibans, et qui ont ensuite décidé de conserver une alliance très forte avec les talibans pour les financer,
pour les accueillir sur leur territoire sans les chasser, pour les armer. Pourquoi les Pakistanais font ça? Ils font ça essentiellement pour utiliser les talibans comme facteur de stabilité dans leur arrière-cour qu'est l'Afghanistan. Parce que les Pakistanais sont terrorisés par une chose, c'est leur rivalité avec l'Inde. Et cette rivalité entre l'Inde et le Pakistan explique en partie pourquoi, même si les Pakistanais sont des alliés des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme depuis le 11 septembre 2001, c'est des alliés pas très commodes. Et ils n'ont pas contribué à stabiliser l'Afghanistan. Et aujourd'hui, ils sont très contents de voir que les talibans reviennent au pouvoir parce que ce sont des alliés. Alors que le régime que les Américains essayaient, et entre autres, et les Occidentaux essayaient de mettre en place à Kaboul, avait plutôt les faveurs de l'Inde. Et face à ça, les Pakistanais avaient l'impression d'être pris en étau entre l'Inde, évidemment, au sud-est, et au nord-ouest, l'Afghanistan, appuyé par les Occidentaux. Donc, si on retourne au lendemain du 11 septembre, les Américains débarquent en Afghanistan, puis je crois que la transition, ou du moins la victoire contre le régime taliban, s'est faite assez rapidement. Oui, ça prend quelques semaines. Donc, on disait, ça commence 7 octobre. Au mois de décembre, les talibans ont été chassés de la plupart des grandes villes. Et je pense même qu'ils perdent Kaboul dès le mois de décembre 2001. Initialement, ce n'est que les Américains. Alors, initialement, même, ce sont que des forces spéciales américaines. Il y a eu des images assez célèbres, et je pense qu'il y a des films grand public qui le relatent assez bien. Donc, des opérateurs de forces spéciales et quelques agents de la CIA qui vont en Afghanistan à dos de cheval ou d'âne avec des valises pleines d'armes et surtout de billets verts, qui est la meilleure arme dans la région pour acheter les alliances, et qui viennent appuyer donc ces troupes, ou ces forces de l'Alliance du Nord, du commandant Massoud qui est mort quelques temps avant, et qui vont bénéficier, ces troupes au sol, de l'appui de la force aérienne américaine. Ce qui va jouer un rôle clé pour chasser les talibans. Alors, il y a les Britanniques aussi, initialement, qui vont aider les Américains. Et on s'aperçoit très vite, fin 2001-2002, de deux choses. La première, c'est que chasser les talibans, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait après? Voilà. Et on ne peut pas dire, on les a chassés, on repart à la maison. Surtout qu'on n'a pas attrapé Ben Laden. Donc, on doit rester là. Donc, face à ce premier constat, on dit, il faut faire quelque chose. Il faut stabiliser l'Afghanistan. Le deuxième constat qui ressort très rapidement, c'est notamment au sein des alliés occidentaux des États-Unis, de dire, vous savez, et vous avez peut-être vos auditeurs ne s'en souviennent pas, mais après le 11 septembre 2001, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, la fameuse OTAN, qui est la principale alliance de sécurité des démocraties occidentales, a évoqué son fameux article 5 qui prévoit qu'une attaque contre un pays est une attaque contre l'alliance. Donc, qui crée cette solidarité-là. Avant le 11 septembre 2001, cet article 5 n'a jamais été activé, n'a jamais été évoqué. Et là, les autres pays qui sont aussi terrifiés par ce qui s'est passé à New York, Washington et en Pennsylvanie, que les Américains, par solidarité, ont ce réflexe de se dire on veut agir à vos côtés en vertu de l'article 5 de la charte de l'OTAN. Sauf que l'administration de George W. Bush, qui est assez unilatéraliste, qui aime agir toute seule, elle fait non. On n'a pas besoin de votre aide parce que, dans les précédentes missions militaires, notamment au Kosovo en 1999, ça ne marchait pas bien, notamment les Européens, vous êtes trop lents, vous tergiversez quand il faut définir les cibles. On y va tout seul, on est capable de le faire. Et ça, le secrétaire à la défense de George W. Bush, Donald Rumsfeld, il tenait mordicus. Sauf que les semaines passent et politiquement, les alliés des États-Unis se disent « Ouais, mais on a envie d'intervenir et puis on a envie de vous aider. » Et l'OTAN, qui a quand même été créée en 1949 pour faire face à l'Union soviétique, depuis la chute de l'Union soviétique au début des années 90, elle se cherche une raison d'être. Cherche des projets. Voilà. Un vieux couple retraité. Exactement. Et ils se disent, la lutte contre le terrorisme, c'est une chose... Ça sonne bien, ça. Ça va m'occuper tout le monde est d'accord. Tout le monde, on ne peut pas être contre ça, surtout après le 11 septembre 2001. Donc, on va intervenir à vos côtés. Ce que Washington finit par accepter en se disant, grosso modo,
nous, on va se garder la chasse contre le terrorisme. D'accord ? Et on maintient l'opération Enduring Freedom. L'OTAN, on accepte que vous veniez, mais vous allez faire la mission de stabilisation, ce que nous, les Américains, on n'aime pas faire. Et d'ailleurs, en novembre 2000, lorsque Bush fait campagne pour être élu à la présidence, en matière de politique étrangère, il dit « Nous, on ne fera plus de nation building ». Ces opérations très compliquées, nos forces armées, ça ne sert pas à ça. Mais bon, si les Européens veulent en faire après en Afghanistan, et les Canadiens, amusez-vous. Puis un an plus tard, finalement, il fait exactement ça. Et il sous-traite, si je puis dire, aux alliés américains au sein de l'OTAN cette tâche. Okay. Alors, les Américains vont y participer un peu, mais ils vont se garder l'opération Enduring Freedom qui va vivre aux côtés de l'opération de l'OTAN, ISAF, donc, qui est la force internationale d'assistance et de sécurité ou un truc comme ça, qui est mandaté par le Conseil de sécurité de l'ONU pour venir stabiliser le territoire afghan après la chute des talibans. Ces deux missions, elles vont coexister, des fois avec plus ou moins de friture sur la ligne, et c'est l'un des facteurs, il y en a beaucoup, qui expliquent aussi pourquoi, au bout de 20 ans de présence, on a échoué. Comment que l'armée américaine ou occidentale en général est perçue au sein de la population afghane? Est-ce que une ingérence américaine, c'est bien vu du point de vue du citoyen afghan? Pendant cette période-là? Durant cette période-là, mettons début 2000 ou... Alors, initialement, c'est pas accueilli avec beaucoup de réticence parce que, bon, on l'évoquait tout à l'heure, le régime des talibans, c'était pas la vie la plus sympathique sous les talibans. Donc, il y a un sentiment de libération. Sauf que l'administration W. Bush, même si on se souvient que c'était un président qui n'avait pas une grande culture, on va dire ça comme ça, était préoccupé par une chose et avait cette lecture que l'Afghanistan était le tombeau des empires. Et ils se sont dit à Washington, pour pas reproduire ça, on ne va pas envoyer une force d'occupation, une force qui pourrait être perçue comme une armée d'invasion, parce que manifestement, les Afghans n'aiment pas ça. Et vous allez me dire, il n'y a pas grand monde qui aime avoir une armée qui a envahi son pays en général. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils vont adopter, et en fait, pour la plus grande partie des 20 ans, une stratégie dite de l'empreinte légère. Le maximum de soldats américains que vous allez avoir en Afghanistan, c'est au tout début, au tournant des années 2000-2010, donc entre 2009 et 2011, si vous voulez, vous allez avoir 110 000 soldats américains pour un total de 150 000 à peu près soldats, si on inclut toutes les forces de l'OTAN. Les Soviétiques, pendant leur occupation là, de 79 à 89, avaient évalué que pour stabiliser l'Afghanistan, il fallait 1 million de soldats. Oui. Ah ouais. Voilà. Alors, les soldats américains, ils n'ont pas été perçus nécessairement comme des envahisseurs par la population. Ils ont essayé de limiter le plus possible l'émergence de cette perception-là. Ils ne sont peut-être pas totalement parvenus parce que il y a eu des bavures. Il ne faut pas oublier, je pense qu'en 20 ans, vous avez quand même 50 000 Afghans qui sont morts, dont certains sont morts du fait de bombardements américains, où on pensait par exemple cibler un groupe terroriste alors que c'était une famille qui était en train de célébrer un mariage avec des kalachnikovs. Des civils, là, finalement. Voilà, des civils ont été tués. Au total, entre civils et forces de sécurité afghanes, en 20 ans, vous avez à peu près 130 000 personnes qui sont mortes. De 2001 à aujourd'hui, à peu près. Et en contrepartie, c'est 2500 soldats américains qui sont morts en Afghanistan sur cette période-là. Mais donc, ils ont quand même essayé de limiter les risques sans succès absolu, parce qu'évidemment, avec des opérations militaires, il y a toujours ces dommages collatéraux, cette affreuse expression. Et surtout, les talibans ont réussi petit à petit, à partir du moment où ils ont pu trouver refuge au Pakistan, se remobiliser, ils ont réussi à entretenir cette idée qui manifestement a un écho au sein de la population afghane, que ce sont les seuls qui peuvent résister à une invasion étrangère du territoire afghan. Et ce qui explique un peu, j'aurais tendance à dire même en bonne partie, leur facilité à reprendre le pouvoir au cours des dernières semaines, c'est qu'ils touchent
à quelque chose d'assez présent au sein de l'identité nationale d'une bonne partie de la Ils population. ont un afghane. appui, la population, finalement. Là. Les talibans? Oui. Oui, clairement. Ah ouais, ok. Oui. Mhm. Alors, évidemment, les scènes qu'on voit là, depuis la mi-août à Kaboul d'Afghans désespérés qui veulent partir, c'est légitime, hein, parce que, encore une fois, il y a le souvenir des années 96 à 2001. Ouais. Vous avez à peu près 40% d'Afghans depuis une dizaine d'années qui aspirent à quitter le pays. D'accord. Et ça, c'est quasiment stable depuis une quarantaine d'années au final. Mhm. Et lorsqu'ils voient arriver les talibans, ces gens-là veulent naturellement partir, mais ils ne sont peut-être pas majoritaires non plus. Et s'il n'y avait pas ce soutien, au moins tacite, de la population à l'endroit des talibans, il y aurait eu des combats. Et on a vu que Kaboul Ils était rentraient en troc dans la ville. Là. Oui, sans tirer et en étant accueillis exact. presque à bras ouverts. Mais est-ce qu'on peut dire que la présence, parce qu'au début, ça a été une victoire assez rapide finalement, puis est-ce que la présence longue des Américains a un peu finalement été la chose qui a fait qui a amené la renaissance de ce mouvement-là des talibans, puis qui est comme devenu un prétexte pour revenir? Est-ce que le fait que le conflit s'éternise, c'est pas ça qui a fait finalement qu'on est finalement revenu à case départ? Alors là, il y a plusieurs éléments. Premier élément, je vous dirais, qui est quand même important, c'est le fait que lorsque les talibans ont été chassés du pouvoir à Kaboul, ils n'ont pas été tous éliminés. Ils ont encore une fois trouvé refuge au Pakistan. Et les autorités à Islamabad, on l'évoquait tout à l'heure, n'ont pas décidé de chasser les talibans, de les enfermer, de lutter contre eux. Au contraire, ils leur ont dit régénérez-vous, restez, vous êtes tranquille, on ne va pas vous embêter. Parce que aussi au Pakistan, on a peur d'un mouvement de talibans pakistanais aussi. Hein. On les utilise dans le jeu géopolitique avec l'Inde, mais il y a aussi des questions de sécurité intérieure assez évidentes. Donc ça, c'est le premier élément. Ils ont pu trouver refuge. Deuxième élément important, à mon sens, c'est que le fait que les Américains, en fait, n'ont jamais été capables, pour stabiliser le pays, d'élaborer une stratégie à long terme. En fait, on a coutume de dire que les Américains n'ont pas mené une guerre de 20 ans en Afghanistan, ils ont mené 20 fois une guerre d'1 an. Parce qu'à peu près tous les ans, vous avez un changement du général en charge des forces armées sur le terrain et qui arrive avec sa nouvelle, entre guillemets, stratégie. Sauf que pour stabiliser un pays, mener une opération dite de contre-insurrection, il faut s'inscrire dans la durée. Et il faut avoir énormément de moyens humains, que ce soit civils ou militaires, et financiers. Alors, les moyens financiers, les Américains les ont mis. Hein. La guerre a coûté à peu près 2000 milliards de dollars. Les moyens humains, je vous disais tout à l'heure, au maximum 110 000, 150 000 soldats. 2000 milliards. Je veux juste laisser le temps à ce chiffre-là d'apparaître dans nos têtes pour réaliser l'immensité de ça. Oui, c'est colossal. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui les Américains sont assez favorables au départ d'Afghanistan, parce qu'ils trouvent que ça a coûté trop cher. Donc, on n'a pas été capable d'avoir une stratégie complète de contre-insurrection et de stabilisation. Les Américains en premier. Donc, le refuge des Afghans. Et le troisième élément qui est quand même aussi important et qui explique l'échec, ça a été l'incapacité des dirigeants afghans successifs qui sont arrivés avec les valises des Occidentaux à acquérir une certaine légitimité aux yeux de la population. Ils sont perçus, ces dirigeants-là, depuis 2004 essentiellement, comme soit des marionnettes des Occidentaux, dans le pire des cas, au mieux comme corrompus et inefficaces. La corruption est rampante, c'est quelque chose qui accompagne toujours ou quasi systématiquement les interventions d'envergure occidentale. Lorsque vous arrivez dans un pays aussi pauvre que l'Afghanistan en 2001, avec des milliers, des millions, des milliards de dollars, c'est sûr que ça crée des problèmes. En plus, si dans vos bagages, vous avez
des Afghans, mais qui ont vécu à l'étranger, et, qui sont complètement déconnectés des réalités locales, qui n'ont pas de réseaux locaux qui viennent en place. Et le dernier problème, ça a été cette croyance que vous pouviez créer en Afghanistan un régime centralisé, avec Kaboul comme capitale qui contrôle l'ensemble du territoire. C'est contraire à l'histoire du pays, c'est antinomique avec la géographie du pays, c'est la montagne et le désert, l'Afghanistan. Enfin, regardez des cartes et vous verrez, la géographie explique en bonne partie pourquoi ce pays est ingouvernable d'un point de vue d'État centralisé. C'est comme si vous aviez les Alpes, voilà, où là c'est une partie de l'Himalaya, mais qui occupe l'ensemble de votre territoire avec des vallées difficilement accessibles. Croire donc qu'on pouvait avoir un gouvernement centralisé depuis Kaboul, donc c'est contraire à l'histoire, c'est contraire à la géographie, et c'est contraire aussi à la culture politique afghane, qui préconise ou qui valorise les approches locales. On parle beaucoup de gestion clanique, vallée par vallée, et les négociations, les délibérations très très longues. Les Occidentaux ont réussi ça initialement en 2002, lorsque, sous l'égide des Nations Unies, l'ancien diplomate algérien Lakhdar Brahimi est arrivé en Afghanistan, a convoqué une assemblée traditionnelle afghane dont j'oublie le nom, mais dans laquelle, après de longues discussions, a quand même émergé un certain consensus politique. Ça a été assez rapidement oublié, cette expérience, en faveur, dès 2004, d'une constitution qui, un peu à l'américaine, prévoyait un pouvoir centralisé fort, avec un président afghan auquel était attribué beaucoup de pouvoir. Et ça a été assez mal perçu, et ce qui faisait qu'en fait, le gouvernement, ce qu'on appelait le gouvernement afghan de 2004, au vendredi 13 août 2021, n'était en fait que le gouvernement de Kaboul. Il n'avait pas d'autorité au-delà. Ailleurs que de la ville. Kaboul. Puis là, la perception occidentale de cette présence en Afghanistan-là, de troupes armées, est-ce que la perception change après 2011, quand finalement Al-Qaïda est démenti, puis que là, la raison principale pourquoi on était là initialement, pourquoi les Américains, pourquoi les soldats mouraient en Afghanistan, c'est l'espèce de vision ultra-patriotique américaine de dire nos enfants meurent là-bas. Est-ce que ça change la perception internationale de la présence américaine après 2011, après le démantèlement de Al-Qaïda? Oui, 2011, c'est vraiment la date charnière. Ouais. Parce que, justement, Ben Laden est éliminé début mai, ça doit être le 2 ou le 3 mai, je ne me souviens plus exactement. Et il y a aussi, au-delà de cet événement majeur quand même, qui symbolise le fameux Mission Accomplished, auquel le boss de la fin est mort. Dans son friand les Américains, le happy end presque. Mais il y a aussi la fatigue de la guerre. Qui commence à se faire sentir. En 2011, il y a 10 ans que les États-Unis sont en guerre. En Afghanistan, et encore plus en Irak, même si en 2011, la guerre en Irak, au mois d'août, touche à sa fin. Et à partir de ce moment-là, dans les pays occidentaux, on va dire que l'opinion publique américaine est celle qui façonne le plus les choses, parce qu'encore une fois, c'est les Américains qui ont le plus de soldats. Alors, il y avait des Canadiens, il y avait des Français, il y avait des Bulgares, des Polonais, des Britanniques, mais en nombre beaucoup plus restreint. Ils ont subi aussi un petit peu moins de pertes, même si le Canada a perdu 158 soldats quand même en Afghanistan. C'est le 3e plus haut total après les Américains et les Britanniques. Mais à partir de 2011, la population américaine, donc essentiellement autour de 60%, commence à dire écoutez, on a fini finalement, on n'a plus de raison d'être, il faudrait songer à se retirer d'ici 1 an ou 2. Voilà. Il y a très 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 peu d'Américains, moins de 10%, qui disent il faudrait rester 5, 10 ou plus
d'années pour stabiliser. Faudrait stabiliser. Ouais, c'est Voilà. ça. Je vois mal un Américain dire faut rester là, stabiliser le gouvernement. Pour un pays au sein duquel, ou vis-à-vis duquel les intérêts nationaux américains ne sont pas évidents. Au lendemain du 11 septembre 2001, c'est clair pourquoi vous allez en Afghanistan et la population est absolument d'accord. Les taux d'approbation de W. Bush après le 11 septembre 2001 l'ont très bien démontré. Il est monté au-delà de 90%. Cette guerre, elle était perçue comme nécessaire. À partir du moment où vous avez éliminé le méchant, les Américains disent pourquoi on reste là. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce sentiment qu'on n'a plus rien à faire là, il ne se traduit pas politiquement par une énorme opposition à la présence américaine là-bas. En fait, ça se traduit plus par un désintérêt progressif, à tel point que les médias n'en parlent quasiment plus. Moi, ce qui m'avait frappé, si vous voulez, par exemple, lors de la campagne électorale de 2016, le sujet de l'Afghanistan n'a jamais été abordé dans les débats entre Donald Trump et Hillary Clinton. La campagne présidentielle de 2020, le sujet, dans mon souvenir, s'il a été abordé, ça a été vraiment en note de bas de page très très rapidement, alors même qu'en février 2020, Trump était arrivé à un accord avec les talibans qui prévoyait le retrait dont les conséquences se font sentir en ce moment. Et on aurait pu imaginer que l'accord négocié par Trump, qui était vraiment pas bon, parce qu'il ne savait pas négocier des accords, contrairement à ce qu'il disait, soit un sujet politique. Ça ne l'a même pas été dans la campagne de 2020. Donc, il y avait un désintérêt complet jusqu'à il y a quelques semaines où la population américaine là, commence à se réintéresser, évidemment, parce qu'on en parle beaucoup à ce qui se passe en Afghanistan. Ce qui est assez intéressant à cet égard-là, c'est que elle maintient, dans une très large majorité, cette population américaine, son désir de quitter l'Afghanistan. Voilà. Par contre, elle est critique, et elle peut l'être, évidemment, sur la façon dont le désengagement ou le retrait, et le retrait se fait. Et ce qui vaut pour la population américaine vaut assez largement dans les autres pays où il y a eu... même pas un ressentiment par rapport à l'Afghanistan, mais un désintérêt complet, ce qui est très différent par rapport à ce qui s'était passé au Vietnam dans les années 70, où là, il y avait des grandes manifestations contre la présence américaine et tout ça. C'est intéressant, tu sais, de comment ça s'est fait, justement, ce retrait-là, parce que là, tu dis, il y a eu un accord, donc il y a eu discussion entre le gouvernement américain et les talibans. Ils sont venus à un accord de « on va s'en aller à telle condition », finalement. Puis c'était quoi ces conditions-là? Puis est-ce que ça a été respecté au final? Alors, ce qui est déjà très intéressant, c'est que les Américains considèrent les talibans comme une entité terroriste. Évidemment, ce n'est pas les seuls, le gouvernement canadien aussi. Sauf que les Américains ont quand même compris, à la fin des années 2000, et notamment sous l'administration Obama, que même si on n'aime pas les talibans, on n'allait pas pouvoir les faire disparaître d'Afghanistan. Ils représentent une force politique. Donc, même sous Obama, on a commencé à négocier avec les talibans de façon plus ou moins directe, notamment par l'entremise du Qatar. Et c'est encore au Qatar que l'essentiel des discussions ont lieu avec les talibans. Et Trump, qui n'aimait pas les guerres, il a souvent dit que c'était une perte d'argent, et lui, il voulait se désengager de tout. D'Afghanistan en premier lieu. Il avait voulu se désengager de Syrie après la défaite, ou après que les États-Unis aient vaincu l'État islamique. Et donc, Trump continue ses négociations avec les talibans. Et là, il y a peut-être deux problèmes dans cet accord qui a été noué. Le premier, c'est les conditions qui ne sont pas très, très contraignantes pour le retrait. C'est-à-dire que les talibans ont, a priori, eu uniquement à s'engager à faire en sorte que l'Afghanistan ne redevienne pas un territoire à partir duquel ou sur lequel puisse s'établir une organisation terroriste qui planifierait des attentats contre les États-Unis ou des alliés des États-Unis. Donc les talibans ont eu juste à dire « d'accord, on ne va plus être des méchants, on ne va plus accueillir Al-Qaïda version 3.0 ». Parce que l'objectif principal des États-Unis, avant de stabiliser un pays, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres attentats sur leur territoire. C'est ça l'objectif principal. Oui. Et dans ce cas-là, c'était très clair. Et Biden comme Trump, tant que les talibans respectent cet engagement, ça ne devrait pas poser
trop de soucis. L'autre engagement des talibans, c'était qu'ils participent à une discussion politique avec le pouvoir en place à Kaboul pour essayer de créer, si vous voulez, un paysage politique plus ou moins unifié, plus ou moins stabilisé. Grosso modo, on leur demandait de ne pas renverser le pouvoir en place trop rapidement. Évidemment, ils n'ont pas tout à fait respecté leurs paroles. Alors, il y avait un second souci avec cet accord-là, au-delà de contraintes qui ne sont pas très contraignantes ou d'engagements dont le respect va être dur à mesurer concrètement. Donc, l'autre problème, c'est que les Américains, en négociant avec les talibans, ont complètement mis de côté le gouvernement afghan. Okay. Voilà, ils ont carrément imposé au gouvernement afghan cette négociation avec les talibans. Et déjà, je vous disais tout à l'heure que l'un des problèmes de ce gouvernement, c'était son manque de légitimité. Alors, si en plus, vous ne le mettez pas dans les négociations avec l'une des principales forces politiques du pays, la population ne va pas vraiment trouver qu'il est pertinent, et les talibans, ils vont encore moins trouver qu'il est pertinent, puisque même les alliés de ce gouvernement-là, les Américains, ne le font pas participer. Ils ne sont pas autour de la table. Voilà. Ils ne les accueillent même pas autour de la table. Ça a été l'un des problèmes. En contrepartie, les talibans exigeaient un retrait total des troupes américaines. L'accord négocié par Trump aurait pu essayer d'imposer une présence résiduelle, comme il y en avait jusqu'à encore quelques semaines, de 2500 à 3000, peut-être 5000 soldats américains qui resteraient en Afghanistan pour s'assurer que les talibans ne soient pas trop méchants, mais surtout pour garder des yeux sur place et éviter qu'une nouvelle organisation terroriste arrive en Afghanistan avec comme objectif un jour d'attaquer les États-Unis. Les talibans ne voulaient absolument pas. Initialement, donc ils avaient exigé que le retrait américain soit achevé début mai 2021. Joe Biden, quand il est arrivé à la Maison-Blanche, il n'a pas déchiré totalement l'accord de février 2020. Il a dit « Je respecte l'esprit de l'accord, sauf que le retrait des troupes, on va le faire d'ici le 11 septembre 2021. » Et il a même fixé la date du 31 août 2021, qui, d'après les derniers développements, et ce qui a été dit hier par le président Joe Biden, est coulé dans le béton, puisqu'il a encore réitéré sa volonté d'avoir fini les opérations d'évacuation et retiré les troupes américaines d'ici le 31 août 2021. Donc, pour lui, que les talibans prennent contrôle de Kaboul, ça ne change rien à son plan. On quitte le pays, peu importe. Là. Exactement. Donc, on peut même supposer que... Parce que j'imagine que c'était pas si difficile à prévoir que ça, que les talibans allaient reprendre possession du pays. Alors, Biden a été très clair, voire même dur, et on pourrait dire cynique, dans la première conférence de presse qu'il a faite après la chute de Kaboul. Je ne sais plus, ça doit être le 17 décembre, ou le 17 août, pardon, ou le 18 août dernier. Il a dit très clairement, si Al-Qaïda avait été au Yémen en 2001, on ne serait pas intervenu en Afghanistan pour chasser les talibans. Donc, il serait au pouvoir encore aujourd'hui. Il serait encore là. Voilà. Ou peut-être ils auraient été renversés, mais enfin, ou il y aurait une guerre civile. Mais pour Joe Biden, c'est pas un problème. Le fait que les talibans soient là-bas. Alors, évidemment, ça va créer un débat aux États-Unis, et peut-être pas qu'aux États-Unis. Alors, est-ce que les Américains ne devraient pas rester pour essayer de stabiliser au nom des valeurs, notamment occidentales, quand on regarde la menace qui, aujourd'hui, va peser sur les femmes, notamment en Afghanistan dans les prochaines semaines, les prochains mois? Est-ce que ce n'est pas la responsabilité morale des États-Unis et des Occidentaux de lutter en faveur de la veuve et l'orphelin, si je puis dire? Il y en a qui vont dire oui, c'est de la responsabilité morale, notamment les internationalistes libéraux, comme on les appelle, en relations internationales. Puis il y en a d'autres, des réalistes, un petit peu plus cyniques, qui vont dire écoutez, non. Les intérêts des États-Unis en Afghanistan ne sont pas vitaux. Ils ont été remplis à partir du moment où on a démantelé Al-Qaïda et on a tué Ben Laden, en rappelant que Ben Laden, encore une fois, il n'a pas été tué en Afghanistan, mais au Pakistan voisin. Et ils vont dire,
c'est réaliste. Et Biden s'inscrit là-dedans. Il va dire, c'est pas notre guerre. C'est la guerre des Afghans. Voilà. Et il l'a dit très clairement. Il a dit, le fait que le président afghan plie bagage 2 jours avant, donc le vendredi 13, le fait que les forces armées afghanes ne combattent pas ne font que confirmer, c'est Biden qui disait ça, la nécessité pour nous de partir. Voilà, parce que ce n'est pas notre guerre. Sous-entendu, on n'a pas d'intérêt là, et surtout, on a d'autres enjeux beaucoup plus importants, et cette guerre-là, elle a mobilisé des ressources, elle a coûté excessivement cher, elle a monopolisé notre attention, alors qu'il y a des enjeux bien plus importants sur la scène internationale auxquels sont confrontés les États-Unis, et il y a aussi des défis bien plus importants sur la scène politique intérieure aux États-Unis, auxquels, moi, président Biden, je dois m'attaquer. Donc, en quelque sorte, on a l'impression que Biden, c'est un peu comme un docteur qui est arrivé à la conclusion que voilà, le traitement la palliatif, il ne fonctionnait plus, il fallait débrancher ou arracher le sparadrap, c'est violent, c'est pas joli, mais tant pis, il fallait le faire pour tourner la page, parce que dans son esprit, il n'a jamais été très favorable au nation building, Biden, surtout en Afghanistan. Dans son esprit, il fallait tourner la page. Voilà, il fallait accepter cette défaite pour les Américains si on définissait la victoire comme la création d'un Afghanistan stable, qui ressemblerait à la Suisse, par exemple. Ouais. Puis, en ce moment, là, on est à quelques jours de la date butoir donnée par le président américain. Puis là, c'est la logistique à essayer de sortir tout le monde de là. De là, les scènes qu'on voit, là, les photos qu'on voit, tout le monde à l'aéroport qui essaie de fonctionner comme ils peuvent. Quel est le niveau de coopération des talibans dans l'exercice de sortir les Américains et leurs alliés d'Afghanistan? Parce que de la conversation qu'on a depuis tantôt, si je me mets dans la peau des talibans, je me dis, on va les aider à s'en aller. Faites juste partir. Quittez, laissez-nous le pays comme on l'a là. Faites juste foutez le camp. Oui, alors, c'est un calcul délicat que doivent faire les talibans. Parce qu'à la rigueur, ils pourraient se dire, oui, tout ce qui ne nous aime pas, tous nos frères afghans qui ne nous aiment pas, les partez comme ça, bon débarras. Sauf qu'ils se privent aussi de forces vives pour faire fonctionner le pays. Parce que le seul capital, finalement, la seule richesse de l'Afghanistan, au-delà de toute la mythologie autour de la richesse minière et blabla, c'est quand même sa population. Et là, ceux qui partent, oui, ce sont des gens qui ont collaboré avec les occupants étrangers, mais ce sont des gens aussi qui ont des talents, qui ont des compétences, dont pourraient avoir besoin les talibans pour gouverner. Parce que, en fait, les talibans... Ceux qui ont travaillé avec les Américains à essayer d'établir un gouvernement stable se sont fait, entre guillemets, former, là, sont très, très aptes à être capables de garder un pays, de faire rouler un pays, dans le fond. Exactement. Exactement. Et ce monde-là veulent partir. Et ils veulent partir parce qu'ils ont peur d'être identifiés par les talibans comme des traîtres et de subir les conséquences et carrément d'être tués. Donc, c'est tout à fait légitime qu'ils aient peur. Mais les talibans, ils ont accompli le plus simple pour l'instant, c'est-à-dire reprendre le pouvoir. Le plus difficile arrive. Ça va être exercer le pouvoir. Et s'ils n'ont aucun personnel compétent, s'ils font peur, si vous voulez, à tout le monde, s'ils n'ont pas un minimum de respectabilité, ils vont se retrouver eux aussi face à une population qui va s'apercevoir qu'ils ne sont peut-être pas compétents, qu'ils ne fournissent pas des biens publics essentiels, l'électricité, l'eau, la sécurité. Et du coup, ça risque d'ouvrir un espace politique à des mouvements d'opposition. Il y en a déjà un dans la vallée du Panjshir. L'ancien vice-président afghan, lui, a retraité dans la vallée du Panjshir. Il n'a pas pris l'avion pour quitter le pays, comme le président, mais il a promis d'organiser une résistance. Donc, les talibans vont essayer de la combattre dans un premier temps, mais
il peut y avoir des poches de résistance dans le pays et il n'est pas tout à fait exclu que dans les prochains mois, ou peut-être prochaines années, vous ayez une nouvelle guerre civile en Afghanistan. Donc les talibans, on constate que voilà, ils essaient de retenir peut-être un peu des gens chez eux, ou de ne pas les inciter trop à partir, mais de ne pas non plus apparaître comme trop brutaux dans la volonté de les retenir. Alors, bon, il y a des épisodes où ils ont tiré sur la foule, où ils ont essayé d'empêcher des gens de se rendre à l'aéroport, c'est évident, mais il en va aussi de leur crédibilité. Ils ont un équilibre à trouver. Puis on a vu aujourd'hui, on est le 27 août aujourd'hui, 26, ils sont confrontés, les talibans, à l'un des risques qu'on voyait poindre depuis quelques jours à l'aéroport, c'est celui d'un attentat. Ouais, c'est ça. Puisqu'il y a eu un attentat aujourd'hui, enfin en fin de journée, à Kaboul, à proximité de l'aéroport. Alors, au moment où on se parle, je ne sais pas qui a revendiqué l'attentat. Il y avait des rumeurs que l'État islamique, qui est un peu présent en Afghanistan, qui n'est pas allié des talibans, contrairement à Al-Qaïda, pourrait être tenté de mener ce type d'attentat-là. Ça a la signature, cet attentat, de ce que fait habituellement l'État islamique, c'est-à-dire attaquer des cibles très très vulnérables. Et là, des milliers de gens qui attendent désespérément d'aller à l'aéroport, c'est vraiment des cibles vulnérables. Donc, ce n'est pas tout à fait impossible que ce soit eux. Et il va falloir voir comment les talibans réagissent à ça. Par contre, il y a un truc sur lequel ils sont très clairs, c'est qu'ils veulent que tout cela soit terminé, ces évacuations, le 31 août. Ouais. Mais ça, les talibans apparaissent dans une situation, somme toute, assez précaire parce que ils doivent mettre de l'avant le fait que ils veulent faire ça dans l'ordre, dans l'optique où ils veulent reprendre le pouvoir, mais pas le faire de façon violente en guerre. D'un côté, il y a la résistance qui se forme. De l'autre côté, il y a ceux qui disent qui se sont ramollis puis qui sont plus assez radicaux, qui viennent former, corrige-moi si je me trompe, qui viennent se joindre à l'État islamique, puis qui pourraient... Puis que là, les talibans sont comme pris entre se faire dire qu'ils se sont ramollis d'un côté, puis de l'autre côté, qu'il y a une force de réponse qui est en train de se former. C'est comme une drôle de situation, là. Oui, ben ça serait assez ironique que les talibans se fassent doubler sur leur droite par des plus extrémistes. Ouais. Si on en est un jour rendu à se dire finalement il y a plus d'extrémistes que les talibans, ça va être bizarre. Enfin, c'est un peu bizarre à envisager. Mais comme on disait tout à l'heure, leur vrai défi, il est maintenant. Ouais. Gouverner. Et comment ils font pour gouverner? Parce que leur première expérience, elle n'a pas été couronnée d'un succès extraordinaire. Alors là, ils essayent de, encore une fois, montrer patte blanche parce qu'ils aimeraient avoir notamment une forme de respectabilité à l'international pour faire en sorte de pouvoir utiliser notamment l'argent qui avait été donné au précédent gouvernement afghan par la communauté internationale et qui a été gelé. Les Américains, les Canadiens, les Français, tout ce beau monde a bloqué les avoirs et les talibans ne peuvent pas utiliser en grande partie cet argent-là. Alors, ils essayent d'avoir des soutiens ailleurs. C'est pour ça qu'on les a vus essayer de nouer des contacts ou montrer qu'ils avaient des contacts diplomatiques avec la Chine, être gentils aussi avec la Russie, parce qu'ils se disent, voilà, si on est un minimum toléré, on va peut-être être assez respectable pour qu'il y ait des relations. Et en fait, eux, il faut de l'argent. Tout simplement pour gérer un État, il faut de l'argent. Alors, ils ont pu se renflouer les caisses de leur organisation en cultivant l'opium. Mais voilà, alors à moins de devenir un narco-État, ce qui n'est pas tout à fait impossible non plus dans leur cas, c'est le plus gros producteur d'opium finalement, l'Afghanistan, depuis un bon bout de temps. Les talibans vont essayer de trouver des accords à droite et à gauche. Et alors là, ce qui va être intéressant aussi à surveiller, non seulement c'est comment eux, politiquement,
ils vont jouer le jeu. D'ailleurs, on voit avec les promesses qu'ils font à l'endroit des femmes, leur dernière déclaration, ils disent, ils encouragent les femmes et les jeunes filles à rester à la maison pendant quelques temps, le temps qu'ils forment tous leurs combattants à une bonne interaction avec la gente féminine. Donc, ils leur disent, grosso modo, pour votre sécurité, attendez qu'on ait expliqué... Des séminaires de formation. Voilà, ils devraient aller à l'UQAM. Attendez qu'on ait formé nos combattants les plus échevelés sur la façon de se comporter. Évidemment, ils vont appliquer la charia. Et une vision, encore une fois, rigoriste. Mais on veut quand même garder les femmes dans l'espace public sous certaines conditions. Alors, évidemment, on peut douter de cet engagement des talibans. Encore une fois, l'expérience montre que ce n'est pas les gens les plus ouverts. Mais, donc, ça va être intéressant de les suivre eux. Et ça va être intéressant de voir aussi ce que les Occidentaux ont fait par rapport à ça, dans le sens où on peut retirer les troupes. Et les Américains, ils se sont manifestement engagés à le faire, donc ils doivent retirer leurs forces armées. Mais ce qu'il ne faudrait pas faire, ça serait faire l'erreur de retirer les diplomates. D'accord ? Alors, ce n'est pas facile comme décision de laisser des diplomates, qui par définition ne sont pas des forces armées, dans un pays qui est quand même assez tendu, où la situation sécuritaire est difficile. Mais ça serait la meilleure des choses à faire, non seulement pour avoir de l'information sur ce qui se passe, pour être directement sur le terrain, mais aussi pour montrer aux talibans, mais regardez, vous voulez être respectable, ben nous, on va rester. Accepter les diplomates. Ouais, accepter les diplomates. Vous êtes responsable des conditions de sécurité, parce qu'un pays qui accueille des diplomates, c'est le gouvernement de ce pays qui est en premier lieu responsable de la sécurité des diplomates étrangers sur son territoire. Et là, il faudrait vraiment que les Occidentaux disent, voilà, on a évacué le plus de monde possible, mais on va garder des représentations, une ambassade à Kaboul. On vous fait confiance que vous voulez faire ça comme du monde, fait qu'on vous laisse la chance de le prouver. Voilà. Alors, c'est pas évident à faire. Être un diplomate américain puis rester en Afghanistan en ce moment, là, je voudrais pas avoir cette job-là. Ah non. Mais si on veut continuer d'exercer une pression, justement, c'est pas... si c'est pas par d'avoir des troupes sur place, c'est par le refus de signer des accords avec ces gouvernements-là. Par exemple, si, mettons, les droits humains de base sont pas respectés par les talibans chez les citoyens, un moyen de pression, ça serait de dire, on fait pas de commerce avec vous. Puis après ça, si ce pays-là, si l'Afghanistan se ramasse, puis si le gouvernement taliban se retrouve isolé, comme tu dis, pas d'argent, pas de gouverne, là, tu sais. Est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'on peut imaginer que justement les talibans vont se modérer finalement, puis peut-être que l'application de la charia va être un petit peu plus lousse, ou tu penses que ça va ressembler à 96 à 2001 au niveau de la manière de gouverner puis d'appliquer les lois islamiques? J'ai du mal à imaginer les talibans totalement modérés, même si depuis quelques mois, ils démontrent une certaine habileté politique. Encore une fois, ils ont un certain talent politique. Vous ne reprenez pas le pouvoir comme ils l'ont fait sans avoir ce minimum de talent-là qui leur permet d'avoir un appui populaire. On le disait tout à l'heure, ils n'ont pas repris le territoire en se battant beaucoup. Il n'y a pas eu des combats terribles. Donc, ils ont cette assise-là et ils ont ce talent. Là où je suis plus sceptique à l'avenir, c'est sur leur capacité à garder une position homogène et unifiée. Parce qu'il risque d'y avoir, au sein du mouvement taliban, peut-être des factions qui ne vont pas être d'accord, certaines qui vont être sont radicaux. plus fondamentalistes religieux, d'autres plus que c'est plus le pouvoir qui est la finalité et non l'instauration d'un État. Ouais, exact. Donc, ça peut créer des dissensions assez rapidement. Des puissances étrangères peuvent alimenter ces dissensions-là. Je veux dire, je vous disais tout à l'heure, l'arme la plus importante dans beaucoup de pays, mais en Afghanistan en particulier, c'est le billet vert. Ouais. Donc vous pouvez, par des moyens comme ça, entretenir des dissensions au sein du mouvement taliban.
Et évidemment, cette autorité-là va être marquée de sanctions. Je veux dire, on voit bien les décideurs politiques occidentaux, même s'ils n'ont pas encore coordonné le type de sanctions, mais qui veulent appliquer et comment ils vont les appliquer. Ils vont en imposer des sanctions. On ne va pas commercer avec l'Afghanistan des talibans aussi facilement qu'on commerce avec le Japon. C'est bien évident. Alors en plus, vous pourriez me dire, il n'y a pas grand-chose à commercer avec l'Afghanistan, à moins qu'on légalise l'opium. C'est ça, tant que l'opium. Oui, l'héroïne, enfin voilà. Alors on voit que les Chinois, par exemple, font miroiter aux talibans des accords de développement économique, grosso modo, enfin comme ils font un peu partout les Chinois, c'est vous nous laissez exploiter vos ressources naturelles, en l'occurrence les ressources minières, et puis nous, on n'est pas très regardant sur votre mode de gouvernance et on va vous donner de l'argent, voire construire des infrastructures. En plus, les Chinois, ils ont aussi une demande vis-à-vis des talibans, c'est qu'ils ont une toute petite frontière avec l'Afghanistan, la Chine, et ils aimeraient bien que les talibans n'abritent pas un mouvement qui pourrait appuyer la minorité musulmane chinoise, les fameux Ouïghours, dont on parle quand même depuis quelques années, qui sont persécutés comme il faut, ou nettement persécutés en Chine. Donc il y a cet intérêt aussi de la part de la Chine. Et les talibans vont essayer d'aller chercher un peu des appuis comme ça, mais ils vont se retrouver fatalement très, 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 très isolés. Ce qui n'est pas non plus un gage absolu de faiblesse du régime. Parce que si vous regardez dans l'histoire, les Occidentaux ont essayé de sanctionner, d'isoler des pays, des régimes politiques, sans que ceux-ci ne disparaissent. Regardez l'Iran, voisin. Depuis 1979, les Américains essaient d'imposer des sanctions et de faire tomber le régime. Il n'est pas tombé. Cuba, là aussi, l'autre grand exemple de pays que les Américains ont voulu isoler, le régime castriste, même s'il évolue, il n'est pas tombé à cause des sanctions américaines. La Corée du Nord, c'est pareil. Donc, les talibans peuvent trouver un moyen de survivre. J'évoquais la possibilité d'être un narco-État. Pourquoi pas? Sinon, est-ce qu'il y a du pétrole en Afghanistan? Pas vraiment. Pas vraiment, non. Non, on parle plus de ces fameuses terres rares, là, donc ces ressources minières qui sont d'autant plus importantes dans la fabrication des batteries au lithium-ion, notamment, là, dont on a de plus en plus besoin, notamment lorsqu'on parle d'électrification des transports. Il y a cette idée que l'Afghanistan serait riche de ce type de terres rares-là. Ça n'a jamais été réellement démontré. Et surtout, pour pouvoir exploiter cette ressource-là, il faut que le pays soit stable. Voilà. Ce qui n'est pas le cas. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait une espèce de croyance que les Américains utilisaient le prétexte du 11 septembre pour aller chercher les ressources en Afghanistan? Pourquoi? C'est-tu juste moi qui se rappelle mal de cette fausse perception de cette histoire? Puis c'est peut-être que ça faisait plus référence à la guerre en Irak, mais encore là, je ne sais pas s'il y a un fondement à ça, mais il me semble que quand on était plus jeune, on entendait... Il y a des bandes de punk qui sont juste là-bas pour le pétrole. On entendait ça. Puis, tu sais, après ça... jamais fouillé plus loin. Y a-t-il un fond de vérité à ça ou non? Peut-être que tu pourras nous éclairer là-dessus. Alors, s'ils ont été en Afghanistan pour les ressources minières, ils n'ont pas été très bons, puisque, a priori, les contrats qui pourraient être signés, ils ne vont pas être donnés à des entreprises américaines. Je vous ai dit, on disait à l'instant que c'est les Chinois qui vont se positionner. Donc, voilà, si c'était leur objectif premier, ils sont manifestement incapables de l'atteindre. On a beaucoup parlé de cet appétit des États-Unis pour les ressources naturelles des pays étrangers lorsqu'on a une vision impérialiste ou de la politique étrangère américaine comme étant une politique impérialiste. Et c'est vrai que lorsqu'on a débattu de la guerre en Irak à partir de 2003, ça faisait partie, chez les critiques dans l'intervention,
des arguments principaux en disant on va en Irak parce qu'il y a du pétrole. Et juste peut-être un peu pour revenir en arrière et faire le lien entre l'Afghanistan et l'Irak, l'un des problèmes qui explique aussi les difficultés des Américains à stabiliser l'Afghanistan, c'est qu'on a détourné l'attention de l'Afghanistan très rapidement pour passer à l'Irak. D'accord ? On n'avait pas élaboré la stratégie sur l'Afghanistan en 2002 que déjà W. Bush et surtout les conservateurs autour de W. Bush voulaient aller en Irak. Et d'ailleurs, Barack Obama, lorsqu'il s'est lancé en politique et qu'il a fait campagne avant d'être élu en 2008, disait que la guerre en Afghanistan était nécessaire et les chances de succès en Afghanistan avaient été affaiblies parce que l'attention et les ressources avaient été détournées sur l'Irak, qui était une guerre de choix, une guerre inutile. C'était quoi les motivations, les prétextes en Irak? Alors, voilà. C'est une question sur laquelle on peut partir longtemps. Tout autre podcast. Ouais, c'est ça, mais mettons... Ouais, parce que c'est vrai que ces deux guerres-là, même dans ma tête, à moi, se sont confondues pendant des années. Ah oui, dans la guerre et dans la tête des Américains aussi, elles se sont confondues parce qu'elles se sont alimentées, si vous voulez. Alors, et je vais être le plus bref possible, je vous promets. Donc, je disais que l'un des problèmes, c'est que pour l'Afghanistan, c'est W. Bush en est rapidement désintéressé pour passer à l'Irak. Pourquoi ils se sont intéressés à l'Irak, W. Bush? Si vous voulez, il y a trois facteurs principaux. Le premier, il est de nature militaire. Notamment le secrétaire à la défense de l'époque, Donald Rumsfeld, qui était un partisan de la transformation des forces armées américaines, voulait démontrer à la face du monde que la supériorité technologique des États-Unis leur permettait d'avoir des forces armées qui pouvaient faire ce qu'elles voulaient dans le monde. Alors, l'exemple afghan, il était satisfait, mais c'était comme un petit entraînement. Un mise en bouche. Ouais, aller jouer contre des pee-wee, si vous voulez. Et là, il s'est dit, en Irak, pendant les années 90 et avant la guerre du Golfe, en 90-91, lorsqu'il s'agit de chasser l'Irak de Saddam Hussein du Koweït, on nous a présenté l'Irak comme un pays redoutable avec une grande armée. Puis là, en 2001, on s'est dit, ou en 2002, il s'est dit, pourquoi pas aller montrer qu'on est fort en tapant sur les Irakiens, c'est un bon punching ball, de toute façon, personne ne les aime. Et il fallait envoyer donc ce message à la scène internationale, aux yeux de Rumsfeld, au premier rang, sur la scène internationale, à l'adversaire chinois. D'accord ? Il fallait démontrer cette supériorité technologique des États-Unis aux rivaux des États-Unis. Donc l'Irak, c'était un bon champ d'entraînement. Ça, c'est la première raison, militaire ou affirmation de la puissance militaire. La deuxième raison, elle est, je vous dirais, idéologique. La troisième, je vais finir par ça. La deuxième raison, elle a trait à la sécurité. C'est le fameux argument, ce double argument du lien entre Al-Qaïda et Saddam Hussein et de la présence d'armes nucléaires en Irak. Il y avait un lien entre Saddam Hussein et Al-Qaïda? Non, voilà, ces deux arguments étaient bidons. OK. Il n'y avait pas d'armes nucléaires, aucun lien entre les deux. Voilà, c'était absolument faux. Là, il y a eu un mensonge de l'administration W. Bush, assez clairement établi, surtout sur le lien entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. Au contraire, c'est plutôt des rivaux. Et évidemment, sur les armes de destruction massive, c'est un mensonge, mais disons qu'il est moins problématique ou moins abject que le lien Al-Qaïda-Saddam Hussein, dans la mesure où l'information était un petit peu plus floue. Voilà, il y avait un débat, puis le régime était tellement autoritaire de Saddam Hussein qu'il y avait même des Irakiens, dans l'appareil de sécurité irakien, qui pensaient qu'ils avaient des armes nucléaires. Donc, mais l'argument, donc, c'était de assurer la sécurité des États-Unis en éliminant cette menace. Et le troisième argument principal, qui a présidé à la guerre en Irak, c'était un argument de nature idéologique qui était porté par ce fameux mouvement là, qui a eu son heure de gloire à cette époque-là, les néoconservateurs, qui, grosso modo, ont dit les attentats du 11 septembre 2001 ont été provoqués par Al-Qaïda parce que notre pays, pendant trop longtemps, a appuyé des régimes autoritaires dans le monde arabo-musulman. Ce qui n'est pas totalement idiot comme argument d'un point de vue théorique. Ils se sont dit, on va aller en Irak, chasser un régime autoritaire et implanter une démocratie, parce que les démocraties, ça ne se fait pas la guerre, et tout le monde aime vivre en démocratie, donc
les Irakiens ne pourront pas être des alliés à des organisations terroristes. Et ils se sont dit, on va aller changer, on va faire vraiment du changement de régime, de l'ingénierie politique et sociologique, en se disant, regardez, on a un beau terrain de jeu. L'Irak, c'est un pays, encore une fois, avec un chef que personne n'aime, Saddam Hussein. Il y a quand même une population éduquée, qui est formée. Et on va commencer à transformer le Moyen-Orient en rentrant en Irak. Voilà. Puis après, ils voulaient faire tache d'huile, la Syrie, l'Iran, et in fine, l'Arabie saoudite. Évidemment, ça n'a pas marché. Et vous pourriez me dire, il y a peut-être un quatrième argument, qui est le fameux argument du pétrole, parce que l'Irak est quand même l'un des pays avec le plus de ressources pétrolières au monde et facilement exploitables, ces ressources pétrolières, un peu comme en Arabie saoudite. Sauf que là, j'ai tendance à croire l'argumentaire de l'administration W. Bush, qui en février 2003, par l'intermédiaire du sous-secrétaire à la Défense, Paul Wolfowitz, disait « Écoutez, si on faisait la guerre contre Saddam Hussein pour avoir son pétrole, le plus simple, ça serait de signer un accord avec Saddam Hussein et d'exploiter son pétrole. Sous-entendu, ça ne nous a pas empêché, dans le passé, d'être alliés avec des régimes autoritaires pour avoir accès à des ressources. » Ça coûte moins cher d'acheter le pétrole que d'envoyer l'armée dans un pays. Là. Voilà. Ouais. Et in fine, en plus, ils ne l'ont même pas eu. Le pétrole, c'est des entreprises russes, un peu françaises et chinoises qui ont pu l'exploiter. Et ça a été très compliqué. Ça clarifie les choses pour moi, en tout cas. Ouais. Est-ce que l'idée que, par exemple, qu'un jour on voit une démocratie en Afghanistan sans ingérence étrangère, c'est farfelu, ça, ou c'est quelque chose... Comment ça naît une démocratie, en fait? Non, mais c'est dans la question, parce que si on passe de régime autoritaire à régime autoritaire qui prend le pouvoir par la force, je vois pas comment un jour il y aurait une démocratie qui s'implanterait. C'est un peu... Alors... On a combien de temps encore? Excuse-moi. Non. Là, la question, elle est excellente. Je la posais d'ailleurs en travail de session ou en examen final à tous mes étudiants que je vais avoir à la session d'automne, dans tous les cours que je vais avoir. Ils vont devoir écouter le podcast. Voilà. Non, c'est vraiment juste ceux qui sont, c'est pour savoir s'ils suivent leur prof. Là. Si vous allez suivre votre prof au Sans Fil podcast, vous allez avoir A. Là. Mais je ne vais pas donner toute la réponse, parce qu'autrement, ils vont tous avoir 100% à l'examen. Ça ne sera pas intéressant à corriger. Lorsqu'on regarde un petit peu pourquoi on a l'échec de l'Afghanistan, et encore échec parce qu'on n'a pas réussi à construire un État stable et avec des valeurs qui pourraient ressembler aux valeurs libérales telles qu'on les connaît en Occident, on s'aperçoit qu'on n'a pas compris deux choses importantes dans la culture afghane. La première chose, c'est leur rapport à la justice. Voilà. Les Américains ont dépensé, il y a eu des études qui ont été faites assez intéressantes sur ça, pas loin d'1 milliard de dollars pour former des juristes, un peu sur le modèle qu'on connaît notamment aux États-Unis, avec amasser de la preuve, les plaidoiries multiples, un parquet, fait tout ça. Et les Afghans n'ont jamais eu confiance en ce système-là, parce qu'ils ne comprennent pas nécessairement, parce que les fonctionnaires chargés d'appliquer ce système-là ont été vulnérables à de la corruption, parce que ce système-là était trop long. Et encore une fois, face à ce manque de confiance en matière de justice, les talibans ont pu s'infiltrer et dire nous, on vous propose quelque chose qui est très simple, c'est la charia. Ça règle les différends du quotidien. Si votre voisin vous a piqué votre chèvre, voilà qu'est-ce qui va se passer. Et on va le régler, pas besoin d'aller au tribunal, de remplir une plainte. Voilà. Notre vision occidentale de la justice, on a essayé de l'implanter en Afghanistan, et de l'administration de la justice, on a voulu l'implanter en Afghanistan, ça n'a pas fonctionné, parce qu'il y a culturellement sur place, on n'était pas ouvert à ça. Et l'autre élément qui pose problème aussi, ça a été manifestement notre vision des rapports hommes-femmes en Afghanistan. C'est une société hyper conservatrice, hyper traditionnaliste, ce que nous, on estime normal, nécessaire, les rapports égaux hommes-femmes, la liberté des femmes à s'habiller comme elles veulent, à faire ce qu'elles veulent, à aller où elles veulent. Mais en Afghanistan, on n'est pas rendu là. Voilà. Et ça a choqué
Ça a dérangé pas mal d'Afghans, notamment dans les régions les rurales, plus traditionnalistes, où on y voyait, si vous voulez, une forme d'ingérence occidentale et se faire imposer des choses. Donc, durant cette vingtaine d'années-là, finalement, il y a eu une espèce d'ouverture ou de valeurs plus occidentales qui sont venues, puis c'était pas... Il y a certains Afghans qui voyaient pas ça d'un bon œil, finalement. Non, parce que c'est ça. Elles étaient comme imposées hors sol. Et l'Afghanistan, c'est un territoire très aride au niveau de sa géographie, mais au niveau aussi de ses idées politiques d'une bonne partie de la population. Donc, et essayer d'imposer des choses qui, pour nous paraissent tout à fait naturelles et essentielles, là-bas, manifestement, ça n'a pas eu les mêmes répercussions, même si des progrès ont été faits. Je veux dire, il ne faut pas totalement les négliger. Et d'ailleurs, ce qu'on voit ces derniers jours montre qu'il y a quand même des Afghans et des Afghanes qui ont adhéré à cette idée que les jeunes filles peuvent aller à l'école, peuvent faire ce qu'elles veulent dans leur vie, ne sont pas obligées d'accepter les mariages forcés. Il y a quand même eu des progrès en Afghanistan pendant 20 ans. Il y a eu des progrès aussi au niveau, en termes d'augmentation du niveau de vie. C'était un des pays les plus pauvres. Les Afghans avaient un meilleur pouvoir d'achat, si je puis dire, après l'invasion américaine et au cours des 20 dernières années. Ça risque de changer assez radicalement dans les prochains mois. Et je pense qu'il faut qu'on ait à l'esprit, nous occidentaux, le fait que peut-être nos valeurs, elles ne sont pas aussi universelles que ça. C'est un peu déroutant à accepter, surtout à une époque où on a l'impression, notamment à travers l'information qui circule très vite, les réseaux sociaux, que tout le monde sur la planète aspire aux mêmes choses. Il y a des réalités qui sont un petit peu différentes. Il faut l'accepter, et pas nécessairement s'y résigner. Je veux dire, on peut toujours, par des biais de l'aide au développement, le travail des ONG, l'éducation, germer ou faire germer l'espoir de sociétés plus ouvertes, même dans un pays comme l'Afghanistan. Mais si vous essayez de faire ça en Afghanistan, c'est probablement l'un des pays les plus difficiles où vous pouvez le faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de le faire. Mais voilà, on n'a peut-être pas les meilleurs outils pour le faire. Et alors, c'est surtout pas une intervention armée qui va y contribuer. Que ce soit l'Afghanistan ou l'Irak, ont bien démontré que cette idée farfelue des néoconservateurs d'implanter la démocratie par le bout des armes ne peut pas fonctionner. Bon, et vous allez me dire que la démocratie est quand même une création très, très, très fragile. Même dans les démocraties occidentales. Oui, c'est ça. On l'a vu aux dernières élections américaines. Comment tu vois que c'est sur un fil. Là. Exactement. Donc, imagine essayer d'implanter quelque chose comme ça quand tu as 60% de la population qui est tout le temps contre l'idée. Mais tu parlais du progrès qu'il y a eu au niveau de la place de la femme dans la société. Puis c'est ça la tragédie, j'ai l'impression. Que ces jeunes femmes-là, mettons, qui ont grandi dans les 20 dernières années. Dans les 20 dernières années, dans un Kaboul relativement plus ouvert et acceptant, puis que ces femmes-là ont pu aller à l'école, puis là, du jour au lendemain, se faire enlever les droits. C'est ça qui crève le plus le cœur quand on regarde ça là, à l'international, puis les témoignages qu'on voit justement de ces femmes-là. Les images qui se font peinturer, là, les images on enlève les images de femmes de la place publique, on leur dit de rester à l'intérieur. C'est difficile de... Je comprends qu'on le regarde avec nos yeux d'occidentaux, selon nos valeurs occidentales, mais c'est difficile de ne pas voir ça comme une tragédie. Là, ah oui, et c'est une tragédie pour les femmes et les jeunes filles afghanes au premier rang. Et d'où cette volonté quasiment désespérés à quitter le pays. Bon, on voit beaucoup les gens qui vont à l'aéroport et qui espèrent monter à bord d'un des derniers avions et qui restent. On a vu que le Canada a annoncé aujourd'hui avoir fini ses opérations d'évacuation. Il ne reste même pas une semaine pour celle des États-Unis, a priori. Mais il y a aussi beaucoup de gens, des Afghans, qui ont entrepris de quitter leur pays à pied.
par la voie terrestre, notamment en passant par l'Iran, avec l'espoir d'aller peut-être rester en Iran. Bon, alors vous allez me dire, la place des femmes en Iran, c'est pas non plus la joie, mais traverser pour aller jusqu'en Turquie et peut-être venir jusqu'en Europe. Alors, ce qui était très intéressant, c'est qu'au cours depuis les 10 dernières années, en fait, les femmes afghanes ont été de plus en plus pessimistes quant à l'avenir du pays. Ça aussi, ça peut expliquer pourquoi les talibans ont eu autant de facilité à revenir, parce que face à la corruption, à l'inefficacité du régime, lorsque notamment l'Institut Gallup posait des questions, faisait des sondages en Afghanistan, on voit depuis 10 ans maintenant que autant les hommes que les femmes dans le pays, et surtout en fait les femmes, devrais-je dire, étaient très pessimistes sur... Lorsqu'on pose la question, pensez-vous que le pays à 5 ans va dans la bonne direction? Une majorité d'à peu près 2/3 disaient de façon assez systématique d'une année sur l'autre, ça ne va pas dans la bonne direction. Voilà. Donc, on disait tout à l'heure, beaucoup de personnes veulent quitter le territoire, beaucoup d'Afghans veulent quitter leur territoire. L'Afghanistan est sur le podium des pays qui émet le plus de réfugiés. Donc, qui crée le plus de réfugiés dans le monde, avec la Syrie et le Venezuela. Et c'est un pays d'émigration, l'Afghanistan, depuis une 40aine d'années. D'accord ? Même 20 ans de présence occidentale, avec toutes leurs missions qu'il y avait, ça a ralenti les flux migratoires au départ de l'Afghanistan, mais ça ne les a pas totalement taris. Alors, il y en a qui ont voulu revenir, parce qu'en général, les réfugiés, l'essentiel des réfugiés quand ils quittent un pays, ils vont dans des pays limitrophes parce que vous avez 90-95% de ces réfugiés qui ont l'espoir de revenir dans leur pays d'origine. Mais là, évidemment, cet espoir-là, il va être ténu pour les femmes afghanes. Et évidemment, là où c'est difficile pour les Occidentaux, c'est comment vous réagissez par rapport à ça. Non pas d'un point de vue de politique intérieure et tout le débat sur l'immigration, c'est pas du tout ça le point sur lequel je veux attirer l'attention, c'est par rapport au développement à long terme de ces pays. C'est bien d'accueillir les gens qui veulent partir. Je veux dire, c'est même une obligation internationale d'accueillir des réfugiés qui sont menacés, dont l'intégrité physique, la vie est menacée dans leur pays d'origine. Et en plus, souvent, cette immigration-là, elle peut créer une richesse pour les pays d'accueil. D'accord ? Il y a beaucoup d'exemples de grandes entreprises créées par des migrants, notamment aux États-Unis. Il faut leur venir en aide. Sauf qu'à plus long terme, vous privez un pays comme l'Afghanistan de sa principale ressource. Et c'est tout un équilibre à avoir. Alors ça s'applique à l'Afghanistan, ça s'applique à plein d'autres pays où la situation politique, sociale, économique, sanitaire, enfin tout ce que vous voulez, sécuritaire, fait que les gens veulent partir, mais voilà, faut toujours avoir qui reste pour reconstruire le pays si tout le monde s'en va, finalement? Exactement. Ouais. Et, sinon, il va rester juste 5-6 gars avec des guns dans la salle de contrôle qui vont être là, qui vont faire beau pays, gang. J'imagine les premiers qui partent, c'est surtout plus les intellectuels, puis les gens qui ont peut-être un peu plus de moyens et d'éducation, qui ont le luxe de pouvoir partir, finalement. Exactement, qui ont les moyens financiers, déjà, de pouvoir prendre... des gens importants à l'économie du pays. Exact. Des gens aussi qui ont les réseaux pour partir, parce qu'il faut connaître le monde, il faut être connu par le monde pour pouvoir partir. Ça crée évidemment des inégalités, je veux dire, pourquoi on prend, par exemple, quelqu'un qui a une bonne relation avec, je sais pas moi, qui connaît un militaire ou un diplomate canadien qui a pu partir, et le voisin qui est dans la même situation, qui ne connaît pas, mais lui, il ne peut pas partir. C'est assez tragique. Et il faut faire attention quand même à cet effet un peu d'aspirateur qu'on peut avoir, où on vient vampiriser les ressources d'un pays. Encore une fois, c'est pas évident. Je veux dire, quand on voit
les images. C'est tellement... Je veux dire, la réaction humaine et humanitaire première, c'est de dire il faut absolument aider ces gens-là. Et tout à l'heure, on parlait d'opinion publique américaine. À l'heure actuelle, l'opinion publique américaine, elle est un peu déçue de la façon dont Biden a géré le retrait. Mais vous avez 8 Américains sur 10, qu'ils soient républicains ou démocrates, c'est assez rare de nos jours, qui disent écoutez, il faut aider ces gens à partir. D'accord, et il faut faire preuve d'humanité. Voilà. C'est un enjeu qui est extrêmement complexe, là. Puis qui, au final, on dirait qu'il n'y a comme pas de bonne réponse. Mais c'est ça, puis tu sais, pour ajouter là-dessus, c'est que de l'extérieur, nous autres en Occident, on voit ces images-là, puis on se dit, il faut aider ces gens-là, il faut faire quelque chose, mais au final, en tant qu'individu, absolument rien qu'on peut faire pour aider ces gens-là, à part se présenter aux urnes, puis voter pour un gouvernement qui fait la meilleure chose selon toi, ouais, mais en même temps, c'est petit. À part être juste ouvert aux autres, là, finalement. Ouais. À part notre ouverture, là, c'est la seule chose qu'on peut faire. Mais sinon, concrètement, pour aider les femmes présentement en Afghanistan, moi, mon action est limitée là, quand même. Oui, et je vous décourage de vouloir aller faire un tour en Afghanistan pour faire sortir du monde. C'est pas la bonne idée. Ouais. Mais alors, à un niveau très modeste, on peut peut-être faire des choses, mais très très modestes qui peuvent quand même avoir un effet. Déjà, signifier notamment dans les enquêtes d'opinion, dans les sondages, qu'on est favorable à l'accueil de réfugiés. Ça peut avoir quand même un impact sur les décideurs politiques. Si des majorités écrasantes, là, comme aux États-Unis, 80% disent on est d'accord pour l'accueil des réfugiés, ben, le gouvernement va être probablement plus ouvert à accueillir des réfugiés. On peut aider des ONG qui œuvrent qui œuvrent à ça, en aidant au financement des ONG. Elles sont toujours à la recherche de financement. Ça peut être une façon d'aider. Et peut-être la meilleure façon à long terme, c'est de ne pas oublier. Ouais. Parce que le drame, notamment de l'Afghanistan, en fait, c'est que à la fin au tout début des années 90, en premier lieu, les Américains, on les a oubliés. Les Américains ont utilisé l'Afghanistan pour embêter l'Union soviétique dans le contexte de l'affrontement de la guerre froide. Si vous voulez, ils se sont dit, on va faire vivre aux Soviétiques en Afghanistan toute la peine que nous, on a vécue au Vietnam auparavant. Et ça a fonctionné parce que l'Afghanistan, quelque part, a contribué à l'effritement de l'URSS et donc à la chute de l'Union soviétique quelques mois après le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan, sauf que une fois que ça a été gagné, les Américains ont dit bon ben l'Afghanistan ça nous intéresse plus, on ferme les yeux. Et d'ailleurs il y avait un très bon film avec Tom Hanks et Julia Roberts, je pense, sur l'engagement américain en Afghanistan pendant les années 80, la guerre selon Charlie Wilson. Okay. Charlie Wilson's War, le titre original. Et à la fin du film, donc Charlie Wilson, qui était un représentant à la Chambre des représentants au Congrès à Washington, qui était très intéressé par les situations afghanes, il dit de façon carrément prémonitoire, il dit mais pourquoi on n'accorde pas quelques milliers, une couple de millions de dollars pour rester en Afghanistan, puis aider à créer des écoles ou faire du développement, alors qu'on a exploité leur territoire pendant 10 ans dans notre combat contre les Soviétiques. Ça serait de l'argent bien investi, puis ce vide qu'on va laisser, ça ne se retournera pas contre nous. Alors bon, le film il a été réalisé après 2001, évidemment, le message il peut être un peu subliminal. Et il ne faudrait pas reproduire la même chose maintenant. C'est-à-dire, bon, on a fait ce retrait-là, on a arraché le pansement de façon très violente. Ça nous a traumatisés, on n'aime pas ça, les images qu'on voit et tout ça. On va débattre sur la popularité de Biden. Est-ce que ça va miner les États-Unis ou pas, leur crédibilité? Ça, c'est vraiment un débat secondaire, à mon sens, parce que les États-Unis s'en remettront. Je veux dire, c'est pas grave, encore une fois, pour les États-Unis. Et c'est pas grave non plus pour Biden, si on veut être un peu provocateur là-dessus. Mais par contre, il ne faudrait pas se dire, bon, ben voilà, on tourne la page et on oublie l'Afghanistan, parce que ça pourrait
venir nous réarriver hanter. encore. Voilà, ça pourrait venir nous hanter de nouveau. Alors, Biden a promis quand même dans ses déclarations depuis le 15 août d'être de faire en sorte que les États-Unis restent attentifs à la situation en Afghanistan. Et quand il dit attentif à la situation en Afghanistan, c'est essentiellement surveiller qu'une organisation terroriste ne trouve pas refuge et ne planifie des attentats à partir de là, ce qu'ils n'ont pas fait dans les années 90. Ce qui serait un bris de la promesse des talibans dans l'accord qu'ils ont signé. Voilà. Puis donc, ça pourrait-tu être mené à un retour des troupes en Afghanistan ou si jamais il y avait ce bris-là? Oui. Ouais. Oui. Si les talibans ne respectent pas cet engagement-là, on peut imaginer que les Américains vont les frapper. Ils vont débarquer là un petit peu plus... Alors, peut-être pas débarquer avec des troupes terrestres, parce que Biden, tant qu'il est à la Maison-Blanche, on peut imaginer qu'il n'aura pas envie de lancer des grandes invasions terrestres, parce que la population américaine n'a pas envie, mais utiliser des moyens aériens comme les États-Unis, on ne va pas remonter plus loin, mais depuis les années 80, lorsqu'il y a des groupes terroristes dans tel ou tel pays, ils n'hésitent pas à bombarder. Hein. Ils l'ont fait en Libye, ils l'avaient fait en Irak, ils l'ont fait en Afghanistan, évidemment. Et là, ils pourraient très bien le refaire. Alors, avec une efficacité qui reste limitée, hein, parce qu'en général... c'est pas chirurgical, une frappe c'est pas chirurgical, alors même si aujourd'hui, avec les drones, on peut être plus précis, mais le problème, c'est qu'en général, les groupes terroristes ne sont pas totalement tous idiots, et ils essayent de se protéger par rapport à ça, d'accord, ou même de créer des diversions pour qu'on bombarde des tentes vides et pas des infrastructures importantes. Et donc, les Américains vont devoir garder... Ils ont les moyens technologiques de surveillance et d'observation pour faire ça. Le plus gros problème, après, c'est de garder l'attention, si vous voulez, intellectuelle sur ça. Et l'appareil de sécurité nationale aux États-Unis, il est très grand, il est très puissant, il a beaucoup de moyens, mais son attention, elle change. Voilà, on disait tout à l'heure, quand ils sont passés de l'Afghanistan à l'Irak en 2002-2003, l'Afghanistan a été oublié. Là, ils veulent se recentrer absolument sur la Chine et dans une certaine mesure sur la Russie. Donc, si vous faites plus attention à d'autres menaces, elles peuvent revenir un peu. C'est comme l'œil de Sauron, dans le fond, là, qui regarde tout le temps une affaire à la fois. On se tourne là, on se tourne là. Ce qui peut paraître paradoxal, hein, pour un pays comme les États-Unis, on imagine qu'ils sont hyper puissants, ils ont tous les moyens qu'ils veulent. C'est vrai, mais l'attention, elle dépend aussi de l'attention des principaux dirigeants politiques. Et il ne faut jamais oublier qu'un président des États-Unis, même s'il dispose de moyens extraordinaires, la politique étrangère, c'est un seul de ses dossiers sur son bureau, et c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement le plus important. Et aujourd'hui, la crédibilité des États-Unis, puisque je l'évoquais il y a un instant, elle ne dépend pas de ce qui se passe en Afghanistan ou de la façon dont le retrait s'est fait bien ou pas bien, même s'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la catastrophe. Cette crédibilité-là, elle dépend de l'arsenal nucléaire américain, elle dépend de la vitalité de l'économie américaine, et elle dépend de l'état de santé de la démocratie américaine. Et ce dernier point-là, on l'évoquait tout à l'heure, on a vu notamment les événements du 6 janvier 2021 au Capitole, montrent qu'elle ne va pas très bien à l'interne, et Biden a probablement en tête cet aspect-là, et il veut énormément investir. Et d'ailleurs, ces projets de loi là, les plus importants veulent investir dans l'économie et refaire en sorte que la société américaine elle soit plus égalitaire pour que la démocratie américaine soit en meilleure santé et que là, les États-Unis retrouvent un peu leur lustre sur la scène internationale. C'est pas en partant de Kaboul dans des conditions plus ou moins réussies que la crédibilité va être affectée ou améliorée. Surtout en début de mandat comme ça, dans 3 ans et demi, on va passer à autre chose. Là, connaissant justement l'attention très vision tunnel sur certains sujets, probablement que dans 3 ans et demi, on va parler d'autre chose. Alors c'est sûr que les opposants à Biden, les républicains au premier rang, ils vont le ramener tout le temps. Si vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2012, septembre 2012, là, avec
l'assassinat ou la mort de l'ambassadeur américain en Libye suite à une attaque d'un groupe terroriste, je pense que je ne sais plus lié à quel groupe. Les républicains ont tellement insisté sur ça pendant des années, alors pendant la campagne électorale de 2012, mais même essayé de marquer des points contre Hillary Clinton pendant la campagne électorale de 2016. Donc, en 2022 pour les élections de mi-mandat et en 2024 pour les prochaines présidentielles, c'est sûr qu'il devrait en entendre parler. Ça serait, il devrait essayer de l'exploiter. Mais il y a des éléments historiques qui sont très intéressants lorsque on essaye de dire que, par exemple, là, dans le feu de l'action, la présidence Biden ne va pas survivre à cette débâcle afghane. Il y a 3 cas historiques qui sont assez intéressants à cet égard-là et qui montrent en fait l'inverse. Que des présidents en exercice ont pu survivre à ce qui avait été perçu à l'époque comme le pire échec de la politique américaine. Le premier, c'est quand même John Kennedy, après la débandade de la baie des Cochons en 1961, là, cette tentative de renverser le régime de Fidel Castro à Cuba avec des supplétifs cubains, ça avait totalement échoué. On disait donc début de présidence un peu, voilà. Kennedy, c'est un nul, il va payer le prix. Là. Il a assumé pleinement. Et en fait, les enquêtes d'opinion montrent qu'il avait gagné des appuis au sein de la population américaine, malgré cette débâcle-là. Le deuxième exemple, c'est celui et pas nécessairement dans l'ordre chronologique, c'est celui de Ronald Reagan après l'attentat du Drakkar en octobre 1983 au Liban. Donc les Américains étaient intervenus dans la guerre civile libanaise. C'est l'un des pires attentats contre les forces américaines, plus de 230 morts. Et quelques mois plus tard, en avril 1984, ils décident de se retirer. Et évidemment, ça relance le conflit civil au Liban. Et là, tout le monde nous promet la débandade, la fin de l'administration Reagan. En novembre 1984, il est réélu avec une majorité extraordinaire à la Maison-Blanche. Et le dernier exemple, parce qu'on a beaucoup fait la comparaison et donc je finis sur lui, c'est l'analogie avec Saigon en 1975. On se souvient de cette image d'un hélicoptère qui quitte le toit de l'ambassade américaine, donc au sud du Vietnam, et on l'a mis beaucoup en comparaison ces derniers jours avec les avions et les hélicoptères qui quittent Kaboul. Mais Gerald Ford, qui était le président à l'époque de cette débandade-là, bon, il n'a pas été élu par après, en 1976, mais cet épisode-là n'a pas entamé sa cote de popularité à Gerald Ford. Au contraire, sa cote de popularité, elle a augmenté. Voilà. Alors, je ne dis pas que Biden va s'en sortir aussi bien que ses 3 prédécesseurs-là. Et d'ailleurs, les sondages en ce moment montrent qu'il pâtit quand même de ce problème-là. Ce qui est un peu compliqué à évaluer quand même, c'est que ça se cumule avec d'autres éléments pour Biden. C'est peut-être pas que le retrait d'Afghanistan qui un peu nuit en ce moment à sa cote de confiance, à son taux d'opinion favorable. C'est aussi la résurgence du coronavirus, la crise de la Covid aux États-Unis, une incertitude sur l'économie et sur ses ambitions de réforme sociale. Donc, mais il n'est pas voué à être le président d'un seul mandat ou à connaître une débandade à cause de l'Afghanistan. On le disait tout à l'heure, la population américaine, même si elle n'est pas très contente de la façon dont ça se passe, elle est fatiguée d'être en guerre. Elle est fatiguée d'être en guerre et elle n'y en tiendra peut-être pas tant en rigueur que ça. Bon, il ne faudrait pas que l'Afghanistan redevienne une base pour une organisation terroriste qui, d'ici 2022 ou 2024, planifie un attentat contre les États-Unis. Ça serait mauvais pour la cote. Là, ça serait mauvais pour la cote. Et ce que je viens de vous dire sur ça n'aura pas d'effet, vous direz, en fait, tu t'es trompé. Mais non, il y avait un bémol. Ça n'aura pas d'effet si. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer. Puis c'était vraiment super intéressant. C'était fascinant. On a appris énormément. Merci à vous. C'était super le fun. J'aurais continué pour un autre, je sais pas, on peut remettre ça si vous voulez. On va te réinviter. Good, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation.
et du Sans Fil Podcast et on vous remercie vraiment beaucoup. Si vous voulez avoir plus de contenu, plus de conversations, c'est sur Patreon que ça se passe. Yes, sur Patreon, non seulement on met tous les podcasts en ligne au moment où est-ce qu'on les tourne, donc on a beaucoup de semaines d'avance sur le Patreon, mais on fait aussi des encore moins de filtres qui sont exclusifs aux membres Patreon où est-ce qu'on parle, Dom, Nicole et moi, de la conversation qu'on vient d'avoir, où est-ce qu'on va un petit peu plus en profondeur dans certains sujets qu'on voulait aborder ou qu'on a abordés pendant le podcast. Donc, allez sur notre page Patreon, le lien vers ça va être dans la description du podcast. Fait que merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.